Une économie responsable et durable est possible. Nous pouvons tous être acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur Horizon Durable. Je suis Clémentine de Butler et je recevrai chaque mois des entreprises ou des investisseurs engagés afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions et leurs actions pour que le développement de nos sociétés non seulement intègre, mais aussi contribue positivement aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous avons à faire face. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir M. Emmanuel Ladan, le directeur général de Carbios. Carbios, pour faire simple, c'est la rencontre de la chimie et de la biologie. Cette société a développé une technologie basée sur l'utilisation d'enzymes pour recycler tous les types de plastique. Dans cet épisode, on va revenir avec M. Ladan sur le thème de la pollution plastique, mais aussi et surtout sur les solutions que propose Carbios pour recycler et donc réemployer ce plastique. Et pour commencer, je trouve intéressant de rappeler pourquoi et comment on en est arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, on associe le plastique à cette pollution destructrice, notamment des océans, et c'est une réalité. Mais à l'origine, le plastique, c'est un matériau qui offre des propriétés très intéressantes, voire pour le moment irremplaçables dans certains cas, par exemple dans le secteur médical. Tout comme pour le carbone et la logique éviter, réduire, compenser, pour le plastique, on parle des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Et c'est dans cette logique que le procédé unique développé par Carbios intervient. Alors pour commencer, Monsieur Ladan, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse sur cette situation, sur l'usage que l'on fait du plastique aujourd'hui? Est-ce qu'il est trop répandu, mais bien nécessaire dans certains cas? Et dans ce cas, comment on pourrait bien l'utiliser? Oui, vous avez bien présenté la problématique. Le plastique est assez irremplaçable aujourd'hui, puisqu'il est utilisé dans tous les domaines. Alors évidemment, on pense tous à l'alimentaire, aux boissons, mais c'est également un matériau qu'on trouve dans le transport, hein. Nos voitures ne pourraient pas être aussi légères sans plastique. Les avions utilisent énormément de plastique, donc le transport d'une manière générale. Le médical, comme vous l'avez dit, le pharmaceutique, la cosmétique. Donc il y a énormément dans nos vies, le plastique est partout. On consomme aujourd'hui dans le monde 460 millions de tonnes de plastique. Et quand on dit plastique, c'est évidemment les matériaux en plastique, mais aussi toutes les fibres synthétiques, donc les fibres textiles qui sont fabriquées à partir de plastique, de matériaux plastiques, et qui sont aussi à l'origine d'une grande problématique de fin de vie. Donc le plastique a beaucoup de vertus, il est léger, il est assez peu coûteux à fabriquer. Il a un gros problème, c'est sa fin de vie. Dans les 460 millions de tonnes que je décrivais précédemment, on estime qu'il y a moins de 15% de ce plastique qui a une solution de recyclage. 85% des plastiques vont terminer leur vie soit incinérés, donc on brûle des matériaux, c'est pas très vertueux, soit en décharge, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes d'accumuler des décharges de plastique, soit malheureusement pour une partie qui n'est pas négligeable, hein, on estime qu'il y a 9 millions de tonnes de plastique qui terminent leur vie chaque année dans les océans, dans les rivières, dans les océans. Donc on a une vraie problématique avec ce matériau de fin de vie. Alors, faut-il arrêter le plastique? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les solutions alternatives ne sont pas vertueuses. Si on remplace le plastique par du verre, il faut quand même avoir en tête que c'est 23 fois plus de CO2 pour recycler du verre que pour recycler du plastique. On pourrait remplacer les textiles par du coton, mais il faut environ 1400 fois plus d'eau pour fabriquer du coton, en plus de la destruction des sols que ça représente. Donc il n'y a pas véritablement d'alternative. Ou le bois, parfois on voit des couverts en bois maintenant dans les. C'est aussi pas vertueux non plus, parce que c'est très consommateur d'eau et très consommateur de CO2. Donc il y a un moment, il faut se poser la question plutôt de trouver des solutions à la recyclabilité du plastique. Et donc aujourd'hui, les techniques conventionnelles de recyclage ne sont pas satisfaisantes puisqu'elles permettent peu de matériaux recyclés. En fait, aujourd'hui, on recycle assez bien dans les plastiques les bouteilles, mais assez mal tout le reste. Donc c'est là où Carbios rentre en jeu. Notre vocation, c'est pas de remplacer les recyclages actuels, c'est de les complémenter, si je peux dire, en rendant tous les déchets, tous les déchets, en tout cas des matériaux qu'on a commencé à attaquer, recyclables et avec une très forte circularité. Mais ça, je vais y revenir après.
Merci. Et est-ce qu'on arrive à mesurer un impact un peu global de ces plastiques, de cette pollution, soit sur les sols, soit sur l'eau? Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup d'organisations, je pense à Tara, mais il y a beaucoup de gens qui regardent l'impact de la pollution plastique. Nous, on suit ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Il y a certainement un impact. Évidemment, il y a un impact sur la biodiversité, hein, puisque la pollution plastique dans les océans, c'est à peu près évident qu'elle impacte la biodiversité des océans. Il y a un impact probablement sur la santé animale et humaine, mais tout ça est encore très très jeune comme science. Donc il faudra que la science évolue pour qu'on le comprenne. Mais de toute façon, je pense que le problème numéro un, c'est de trouver des solutions de circularité au plastique, donc de fin de vie au plastique et au textile. C'est véritablement là où est l'enjeu, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas d'alternative existante et suffisamment de masse pour remplacer les plastiques dont on a besoin. L'OCDE prédit qu'on aura plus d'un milliard de tonnes, je vous disais, on est à moins de 500 millions aujourd'hui, mais plus d'un milliard de tonnes de plastique consommé en 2050, du fait de l'augmentation des niveaux de vie, du fait de l'augmentation démographique. Donc le plastique n'est pas prêt de s'arrêter et il faut vite mettre au point et mettre sur le marché des solutions qui le rendent circulaire et non polluant. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité de Carbios en quelques mots? Oui, alors Carbios est né en 2011 par une équipe de scientifiques qui ont décidé de chercher une enzyme qui va pouvoir dégrader le plastique, donc s'attaquer au plastique. Alors en fait, chaque type de plastique est différent. Donc dans les plastiques, sans vouloir être trop complexe, il y a les PET qu'on trouve beaucoup dans les bouteilles, dans les flacons de cosmétiques, dans les flacons pharmaceutiques, mais également tout ce qui s'appelle des fibres polyester, donc les fibres synthétiques polyester qui constituent à peu près la moitié de nos garde-robes. Par exemple, tous les vêtements de sportswear sont en polyester. Donc, ce type de plastique-là, c'est par là où on est attaqué, par les PET. Il y a évidemment beaucoup d'autres familles de plastiques sur lesquelles on a des travaux de recherche en ce moment, mais aujourd'hui, on a déjà une solution industrielle qui est prête pour les PET. Alors, ce que fait l'enzyme, c'est qu'elle joue le rôle de ciseau. C'est-à-dire, nous, on récupère des déchets, que ce soit des bouteilles d'eau, des bouteilles de plastique, de shampoing, des bouteilles de cosmétiques, des flacons cosmétiques ou des barquettes alimentaires qui sont très peu recyclables aujourd'hui. Mais on récupère également maintenant des déchets textiles. Et notre enzyme va jouer le rôle de ciseau et découper ces matériaux-là dans les molécules en revenant aux deux composants de base du plastique PET, que sont l'acide téréphthalique et le monoéthylène glycol, sans vouloir être trop scientifique. Et à partir de ces deux composants de base, on les réassemble et on refait un plastique avec des qualités vierges. Donc on peut faire ça de manière extrêmement circulaire, puisqu'on peut le faire de nombreuses fois. Alors, ce n'est pas tout à fait à l'infini, puisqu'on n'a pas une transformation totale de la matière, mais à partir d'une tonne de plastique PET, aujourd'hui, on est capable de recycler pas loin de 950, refabriquer pas loin de 950 kilos, donc 95% de la matière qui nous a été apportée. Et donc ça, c'est des taux extrêmement élevés, hein, dont la plupart des procédés de recyclage aujourd'hui ne dépassent pas les 70% de conversion. Nous, on arrive déjà à être proche de 95%, donc, dit autrement, on peut transformer la même matière 20 fois, ce qui est inexistant dans les technologies conventionnelles de recyclage. D'accord. Dans le monde entier, il n'y a pas d'acteurs pour le moment qui proposent une solution aussi avancée. Non, alors d'abord, la recherche enzymatique sur les plastiques, c'est Carbios qui l'a créée en association avec tous les partenaires scientifiques qui nous ont aidés depuis le début. Je pense au CNRS, à l'INSA de Toulouse, au Toulouse Biotech Institute, à l'INRAE. Donc il y a beaucoup de partenaires académiques qui sont associés à Carbios, mais c'est Carbios qui a un peu ouvert la voie. Et en 2020, Carbios a publié dans un magazine scientifique très reconnu, Nature, ses travaux sur la dégradation, la dépolymérisation des plastiques avec des enzymes. Et puis à partir de là, ça a créé beaucoup de vocations. Donc beaucoup d'universités, de chercheurs se sont mis à faire des recherches sur les enzymes. Et c'est très bien. On pense que la recherche enzymatique a énormément de potentiel et c'est probablement la voie la meilleure pour la fin de vie des plastiques, c'est de développer une recherche enzymatique poussée au niveau mondial. Mais on a beaucoup d'avance puisqu'on a
déposé énormément de brevets. On a 54 familles de brevets. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a de la recherche sur le sujet. Donc, on a beaucoup d'avance par rapport aux recherches qui démarrent en ce moment. Et vous commercialisez à la fois la matière première, les enzymes et l'infrastructure, Alors l'unité oui, oui. notre modèle, notre vision de modèle, c'est on a mis au point donc l'enzyme, on a mis au point le procédé industriel. Maintenant, on vise à monter une première usine qui sera une usine en propre, en tout cas ou sur laquelle on sera majoritaire, qui est dans le nord-est de la France, qui est en cours de construction. Enfin, pas encore de construction, mais on a déposé le permis de construire. Et elle sera opérationnelle en 2025. Et donc l'idée, ça, c'est d'avoir une usine en propre, mais derrière aussi, c'est de licencier notre technologie à des acteurs un peu partout dans le monde qui ont un intérêt à recycler les plastiques avec notre technologie. Donc on va être des fournisseurs de technologie et des fournisseurs d'enzymes. Alors pour fabriquer nos enzymes, on ne le fait pas tout seul, hein. Nous, on met au point l'enzyme, on la développe, on la protège évidemment, mais on s'est associé sur un partenariat stratégique avec le plus gros fabricant d'enzymes au monde, qui s'appelle Novozymes. C'est un groupe danois qui fabrique des enzymes pour beaucoup de secteurs d'activité et qui, pour les plastiques en PET, a décidé de s'associer avec Carbios. Donc là, on a ce partenariat qui va nous garantir l'approvisionnement en enzymes un peu partout dans le monde. Et puis, pour licencier notre technologie, aujourd'hui, on s'adresse principalement aux fabricants de plastique PET qui ont des installations un peu partout dans le monde, mais également aux entreprises de waste management, hein, de collecte de déchets, parce que ces entreprises-là, toutes les deux, font face à un changement stratégique majeur. Pour les entreprises de fabrication de plastique, elles sont obligées de voir l'avenir. Et l'avenir, c'est un développement très fort et très rapide de la demande en plastique recyclé, alors que le plastique pétrosourcé va finalement soit stagner, soit baisser. Le plastique recyclé est en forte expansion. Donc ces entreprises-là ont besoin de trouver une solution pour changer leur industrie. Et là, on leur apporte, nous, une solution complètement plug and play, puisque ce qu'on fabrique, c'est exactement les deux composants de base qu'ils utilisent déjà. Donc on est complètement plug and play avec l'industrie de fabrication du PET. Et puis de l'autre côté, les Waste Management Company, elles sont aussi face à un challenge, c'est que leur business model d'incinérer ou de créer des décharges n'est pas viable à moyen long terme, puisque il y a énormément de pression à tous les niveaux, réglementaires et autres, pour arrêter les incinérations et les décharges. Enfin, arrêter d'en construire de nouvelles. Donc, euh, donc on a deux industries qui ont besoin de s'intéresser à des solutions vertueuses et circulaires de recyclage des plastiques. Et là, nous, on arrive en tant que fournisseur de technologie, donc en tant que fournisseur de solutions à ces deux industries. D'accord, donc c'est là où vous vous insérez dans la chaîne de valeur. Et est-ce que les consommateurs finaux et les grandes marques sont aussi moteurs dans cette transformation? Oui, absolument. Alors, on a fait beaucoup de recherches sur les consommateurs. L'année passée, on a fait une enquête auprès de 6000 consommateurs dans le monde entier. Et la première chose qui vient, c'est que d'abord, la pollution plastique est vue comme un vrai fléau. La pollution plastique, pollution des océans. Donc, les consommateurs ont envie de faire quelque chose. Ils le voient comme le deuxième fléau après le réchauffement climatique. Donc tout ce qui est pollution plastique est vraiment un enjeu consommateur fort. Et puis, deuxièmement, ils se rendent bien compte qu'on leur raconte un peu n'importe quoi, que les solutions de recyclage aujourd'hui ne sont pas circulaires. Donc, il y a une vraie prise de conscience qu'aujourd'hui, on n'en fait pas assez. Et donc, les consommateurs sont prêts à regarder ça beaucoup plus près, voire à payer un petit peu plus cher pour des produits qui auraient des emballages ou des contenus beaucoup plus circulaires et beaucoup plus propres. Et puis les marques ont pris des engagements. Donc les grandes marques, certaines se sont associées à Carbios assez tôt. On a dans nos actionnaires, par exemple, L'Oréal, l'Occitane et Michelin. Mais on a aussi des grandes marques qui ont contribué à travers des consortiums à financer une partie de notre recherche-développement. Je pense à Pepsi Cola, Nestlé Waters, Suntory. Suntory, c'est le groupe japonais qui possède Schweppes Orangina. Et plus récemment, là, en 2022, on s'est associé avec le même concept à des grandes marques du textile. Patagonia, qui est extrêmement engagée sur la circularité, Salomon également, Puma et On Running. On Running, c'est une marque suisse qui fabrique des chaussures très performantes, dans lequel Roger Federer a des actions. Et puis, plus récemment, le groupe PVH qui possède des marques comme Calvin Klein ou Tommy Hilfiger. Donc voilà, il y a des grandes marques qui s'associent à nous,
qui nous aide financièrement et qui nous aide à mettre au point le procédé qui est en train de fonctionner, hein. Donc on fait juste une démonstration que les matières qu'on fournit sont complètement compatibles et que ces marques, avec notre technologie, vont pouvoir mettre sur le marché des produits complètement circulaires. Et vous travaillez sous forme de consortium avec ces grands acteurs? Oui, on en a créé deux, donc un sur le plastique avec L'Oréal, PepsiCo, Suntory et Nestlé Waters, et puis un donc sur le textile avec On Running, Puma, Patagonia, Salomon et maintenant PVH Group qui vient de les rejoindre. Donc on a deux consortiums. Et puis on a aussi d'autres industries qui commencent à nous regarder de très près. Je pense à l'industrie automobile, je ne peux pas encore vous donner de nom, mais l'industrie automobile est aussi très engagée en termes de circularité. La problématique aujourd'hui des technologies de recyclage du PET, c'est qu'on recycle assez bien les bouteilles, pas de manière très circulaire, mais on sait recycler des bouteilles, mais on ne sait pas recycler le reste. Les flacons de cosmétiques, les barquettes alimentaires sont très très peu recyclées. Et puis toute la filière textile n'a quasiment pas de solution circulaire de recyclage. Donc c'est là où il y a un enjeu important pour tous ces secteurs, c'est de trouver des technologies qui leur permettent une vraie circularité. La vraie circularité, c'est pas fabriquer des fibres à partir de bouteilles. La vraie circularité, c'est fabriquer des fibres textiles à partir de fibres textiles. Et c'est ça que Carbios apporte à ces industries-là. C'est une vraie circularité. Et donc là, l'objectif de ces consortiums, c'est d'aller plus loin que la réglementation et peut-être de réfléchir à des nouvelles normes pour ces industries. Oui, alors les réglementations, de toute façon, vont toutes déjà dans le bon sens, hein. En Europe, en 2025, 25% des packaging en PET devront avoir du contenu recyclé. Ça sera 35% en 2030 et on parle de 65% en 2040. Donc, vous voyez, la tendance réglementaire va vraiment très vite. Donc, le plastique pétrosourcé va diminuer, le plastique recyclé va augmenter très fortement dans toutes les industries. Donc, véritablement, l'enjeu pour Carbios, c'est d'aller vite déployer notre technologie pour servir ces marques. Parce que les marques dont j'ai parlé ont toutes pris des engagements très forts. Certaines d'entre elles vont utiliser que du produit recyclé en 2030, recyclé, recyclable, hein, bien sûr. Donc il y a des engagements très forts. On vient de rentrer dans la fondation Ellen MacArthur avec Carbios, donc on s'est associé avec la fondation Ellen MacArthur, qui recense toutes les grandes marques du monde, celles qui sont partenaires avec nous, mais toutes les autres aussi, qui ont pris des engagements, et les engagements vont généralement très vite. C'est-à-dire qu'en 2035, 2040, on devrait avoir un maximum de contenu recyclé dans les contenus, dans les produits qui seront sur le marché. Est-ce qu'on pourrait arriver à du 100% recyclé dans les bouteilles de shampoing, par exemple? Non, alors le 100% n'est pas complètement envisageable puisque il faut quand même toujours à la base un produit pétrosourcé pour que nous on recrée les monomères nécessaires à l'industrie. Mais aujourd'hui, on est dans le PET par exemple, on est à 90% de pétrosourcé, 10% de recyclé. Je pense qu'on pourrait imaginer qu'à terme, on puisse presque inverser ça. C'est-à-dire arriver à 10 ou 20% de pétrosourcé et 80% de recyclé. Alors, ce terme, il est lointain parce qu'il faut que tout l'écosystème se mette en place. Il ne suffit pas d'avoir des technologies de recyclage comme la nôtre, qui est très révolutionnaire, mais elle ne va pas tout faire. Il faut aussi qu'on ait les collectes qui se mettent en place. Il faut aussi qu'on ait les tris de déchets. Et puis, il faut aussi qu'on informe les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, on leur raconte un peu n'importe quoi. On leur dit, écoutez, cette bouteille est recyclée, recyclable, alors qu'en fait, elle ne l'est pas toujours, ou peut-être qu'elle n'est pas à 100% recyclée, recyclable. Donc, il y a aussi une normalisation à faire sur l'information des consommateurs. Et dans la réglementation, on parle de plastique à usage unique inutile. Absolument. Comment on définit ce qui est utile, inutile? Les plastiques à usage unique, c'est l'inverse de ce que Carbios vise à faire. Notre vision chez Carbios, c'est que les plastiques vont être recyclés 20 fois. Et donc, un plastique à usage unique, c'est un plastique qu'on va produire à partir de matière pétrole et qu'on va incinérer. Et donc, c'est ça un plastique à usage unique. Et en fait, c'est une catastrophe écologique. Notre technologie apporte, en termes de consommation de CO2, sur un seul cycle, déjà à peu près 50% d'économie, voire plus, par rapport à du plastique qui terminerait sa vie en incinération.
Mais quand vous allez rajouter 20 cycles de recyclage derrière, on va être sur une consommation de carbone pour le même usage largement diminuée par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en consommation de CO2 pour faire ce plastique à usage unique. Donc l'enjeu de circularité, il est fort. À partir de la même matière prélevée à la planète, l'objectif de Carbios, de notre technologie, c'est de maximiser le nombre d'usages. C'est-à-dire, c'est pas de faire une seule bouteille, c'est d'en faire une bouteille qui va être recyclée 20 fois en bouteille ou en t-shirt et qui va nous permettre d'utiliser la même matière avec beaucoup plus d'usage et donc, à la fin de vie, beaucoup moins de consommation de CO2 pour l'usage qui a été fait. Donc, c'est bien ça l'enjeu de la circularité. Merci. Et pour revenir à Carbios, donc aujourd'hui vous êtes à un moment, je ne sais pas si c'est charnière, mais un moment de transition puisque vous basculez, donc vous avez lancé un démonstrateur à Clermont-Ferrand et qui a du coup donné de très bons résultats. Et donc vous basculez d'une phase plutôt R&D depuis 2011 vers une phase de commercialisation, c'est bien ça? Absolument, c'est la transformation qui est en cours chez Carbios, qui a commencé, hein, mais effectivement, c'est de passer d'une phase pré-industrielle à une phase industrielle. Donc là, on monte notre première usine qui va être opérationnelle en 2025. Donc c'est un projet majeur, hein, puisque c'est un investissement de l'ordre de 200 millions d'euros, une usine qui va traiter 50 000 tonnes de déchets, qui sera basée à la frontière du Luxembourg. Et donc là, qui va permettre déjà de recycler l'équivalent de 2 milliards de bouteilles ou 300 à 400 millions de t-shirts. Donc on est déjà dans un monde industriel fort. Et puis on commence les contacts pour recycler pour recycler, pardon, pour licencier notre technologie un peu partout dans le monde. Donc là, on reçoit des groupes un peu internationaux. À Clermont-Ferrand, c'est en train de devenir très international. Les visiteurs viennent nous voir un peu du monde entier, donc pour voir notre technologie et puis commencer les discussions sur le licensing. On édite à la fin du mois là, ce qu'on appelle notre process book, qui est notre manuel de fonctionnement de la technologie avec des datas qui supportent ce manuel de fonctionnement de technologie, qui est en fait l'étape technologique numéro un pour commencer les discussions de licensing qui ont démarré. Donc voilà, donc on reçoit aujourd'hui des gens de la fabrication de PET et puis des waste management companies qui s'intéressent à notre techno avec l'idée d'un déploiement international. C'est-à-dire que pour moi, la technologie ne doit pas s'arrêter à la France. Bien évidemment, l'enjeu de la technologie Carbios, c'est de se déployer en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. L'Asie qui rassemble une grosse partie de la démographie mondiale, mais aussi une grosse partie de la fabrication du plastique. Votre solution a été labellisée par la fondation Solar Impulse. Pour rappel, la fondation Solar Impulse a été fondée par l'explorateur Bertrand Piccard et elle s'est fixée pour objectif d'identifier 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement. Solar Impulse et BNP Paribas ont lancé d'ailleurs un fonds d'investissement dans des startups dites clean tech avec la fondation appelée Ecological Transition. Oui, on a été une des premières entreprises. Bertrand Piccard, qui est intervenu au mois de décembre, on a organisé un grand colloque scientifique sur la recherche enzymatique pour les plastiques. Et Bertrand Piccard a eu la gentillesse de venir faire l'ouverture et d'intervenir. La fondation Solar Impulse a été une des premières à regarder Carbios il y a déjà plusieurs années et à nous labelliser Solutions d'avenir, je ne sais plus quel est le nom exactement. On a été une des premières 100 entreprises labellisées par Solar Impulse. Donc ça fait partie des partenariats importants puisque ce que dit Bertrand Piccard, c'est que finalement la transformation énergétique ou la transformation sur le plastique, elle viendra d'initiatives et d'innovations beaucoup plus que de contraintes. Je pense que ça sera très difficile de contraindre les consommateurs ou les marques, mais c'est à travers l'innovation qu'on va pouvoir finalement donner des solutions à la planète. Et quelles sont vos prochaines étapes? Alors là, donc sur le mois de mars, l'agenda est chargé puisqu'on finalise ce que je vous ai dit, notre process book, qui va être l'étape clé. Très sincèrement, dans le courant de l'année, on a beaucoup de visites. Donc je pense qu'en courant 2024, on sera capable de signer nos premières licences, il y a des discussions qui ont déjà commencé à démarrer. Le processus de signature d'une licence, c'est environ 18 mois, hein, donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de 2024. Euh, et puis, on refera dans les prochaines semaines, enfin avant la fin du premier semestre, un update stratégique pour expliquer où on en est, où on va en termes de croissance. Euh,
Il y a aussi un enjeu pour Carbios, c'est d'utiliser toute notre infrastructure de recherche-développement pour développer des solutions au-delà du plastique PET, mais de s'attaquer à d'autres plastiques. Et notamment, aujourd'hui, on travaille assez activement sur la recherche sur des polyamides. Le nylon est un polyamide. Et sur d'autres plastiques, notamment les polyolépines. Donc l'idée de Carbios, c'est pas de s'arrêter au PET, mais de trouver des solutions enzymatiques, biologiques, sur beaucoup plus de familles de plastique. Et à terme, on espère, pourquoi pas rêver d'avoir une solution pour tous les plastiques dans le monde. Merci beaucoup Emmanuel Ladan d'avoir répondu à mes questions et pour cet échange éclairant. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsampar@bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à cette même adresse. Merci pour votre soutien.